Il est 20h, on est lundi, je suis réglé comme une horloge, comme un coucou suisse. Du coup, je suis bien là ce soir. J'espère que vous serez quand même quelques-uns à avoir résisté au changement de jour, au changement d'heure pour ce stream. Je sais que c'est toujours périlleux de changer. On commence à prendre des habitudes, on a raison. Souvent, ce sont forcément de bonnes habitudes. Si c'est du temps que vous passez avec moi, de mon point de vue, c'est forcément une bonne habitude. Bref, donc je sais que c'était un peu périlleux de changer de jour comme je l'ai fait. Je dois dire que j'ai été, non pas contraint bien sûr, parce que c'est une décision que j'ai vraiment prise de manière complètement délibérée. Ceci dit, j'ai quand même eu plusieurs commentaires tout à fait avisés me disant que les créneaux que j'avais choisis étaient tout sauf optimaux, tout sauf les meilleurs pour m'assurer d'avoir une audience. Bonsoir Rachel. Ensuite, on a deux autres personnes, deux autres invités, donc je ne sais pas du tout qui nous a rejoints. N'hésitez surtout pas à interagir, bien sûr, à poser des questions, faire des remarques, interjeter ce que vous voulez. Ça me fera très plaisir de pouvoir réagir ou répondre simplement à ce que vous pourriez dire ou demander. Donc je disais, j'ai décidé de changer de créneau. Et là, cette semaine, c'est la première sur les nouveaux créneaux, donc ça va être probablement un petit peu difficile de mobiliser comme les streams précédents pouvaient le faire. Donc j'ai changé. Pour mémoire, ceux qui étaient avec moi, bonsoir aux nouveaux visiteurs, ceux qui étaient avec nous lors du tout premier stream qui était, je crois, le 13 août, si je me souviens bien. J'avais fait un dimanche à 17h30, de 17h30 à 19h, et le stream était bilingue, donc en partie en français, en partie en anglais, et deux personnes m'ont dit que c'était lourd, et qui serait beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable pour tout le monde, à commencer par moi, de faire deux streams unilingues. Bonsoir, donc encore un visiteur, ou une visiteuse, je ne sais pas, donc de faire deux streams unilingues, donc ce que j'ai fait, et lorsque j'ai choisi les créneaux pour ces deux streams unilingues, je dois dire, je reconnais parfaitement que j'ai mal choisi. Voilà, j'ai pas très bien pensé la chose. Donc en fait, je me suis retrouvé à choisir naïvement, sans penser véritablement non pas aux conséquences, mais ni aux implications, mais à l'effet que ça pourrait produire sur la communauté que j'essaie de construire. J'ai choisi le samedi soir pour le public anglophone, donc de 20h30 à 22h, donc créneau à la con s'il en est, et le dimanche soir de 20h30 à 22h, mais ça vous le savez. Donc bonsoir, encore un visiteur ou une visiteuse, et le dimanche soir donc pour un public francophone. Et pour le samedi soir, je me suis rendu compte au fil des semaines de deux choses. C'est que le samedi, en gros, vous n'avez pas envie d'être emmerdé par des questions éducatives. Alors, bonsoir. Hi, Hamdan. So tonight is in French. In English was yesterday. Was yesterday in earlier. Nice to see you. I'm sorry I will speak in French most of the time. Donc un créneau vraiment. Merci, thank you. Shukran. Donc un créneau compliqué parce que le samedi soir vous avez envie de tout sauf de vous faire la leçon sur des questions liées aux mémoires de fin d'études ou ce genre de choses, ou que sais-je encore.
Et puis, au fil des streams, je me suis rendu compte sur la console, sur le panneau de contrôle, que il y avait d'autres streamers. Alors évidemment, je le savais, hein, mais qu'il y avait d'autres streamers. Bonsoir, Bloguscule. D'autres streamers qui avaient des milliers d'abonnés, des milliers de participants. Et bonsoir, et qui était autrement plus ludique que moi. Donc le samedi soir, effectivement, oui, bonsoir Fouad Peter. Donc le samedi soir, forcément, c'était un créneau un peu compliqué. Je me suis également rendu compte, et là je profite du fait que Fouad et Hamdan sont là, pour repenser à eux, me disant les pauvres, vous deviez rester éveillés très tard pour moi. En plus, comme vous avez déjà soutenu ou être sur le point de soutenir, c'est par amitié pour moi que vous venez. Donc je me suis dit aussi, c'est vrai que c'est un petit peu malheureux de vous faire veiller très tard compte tenu du décalage horaire avec respectivement Abu Dhabi et le Liban. Donc je me suis dit, le samedi soir, ça le fait pas. Et puis, quant au dimanche, parce que c'était une question qui se posait toujours, hein, est-ce que je garde le dimanche? Là, il ressortait un autre type de problème, qui était que le dimanche, les étudiants sont en train de... Ah, bonsoir Clément, ça me fait plaisir. Je ne savais pas si tu serais, si tu serais disponible ce soir, mais ça me fait très plaisir. Et Sarah, bonsoir Sarah. Écoute, merci beaucoup de te joindre à nous. Et donc Ava Sunny, just want to give you a shout out. Okay, thank you very much. Thank you. I will follow you back for sure. But now I'm switching back to French as Monday nights is French. Sundays are in English. Donc, excusez-moi. Je disais, donc oui, l'idée c'est aussi d'avoir des créneaux qui soient quand même un peu faciles. Et donc le dimanche soir, pour les étudiants, c'est compliqué parce qu'ils préparent la semaine, donc le lundi forcément, et pour un certain nombre, finissent le dimanche soir les travaux qu'ils ont à rendre le lundi ou le reste de la semaine. Donc en gros, le dimanche soir n'est pas forcément un jour extraordinaire pour mobiliser des étudiants. Et puis pour les collègues, pour les amis, les curieux quelque part, ou ceux qui veulent me soutenir, comme vous, et je vous remercie. Non, c'est en français Clément. C'est en français. Il se trouve que j'ai eu quelques interactions en anglais, donc j'ai répondu dans la langue de Jacques Pierre, si tu connais la blague. Et si on m'avait parlé dans une autre langue, j'aurais essayé de répondre dans cette autre langue. Et donc, oui, et le dimanche soir, donc compliqué, y compris pour ceux qui ont une vie de famille, me disant, certains m'ont dit, enfin plusieurs m'ont dit, ouais, le dimanche c'est franchement pas possible pour moi, il y a les devoirs des enfants, il y a, c'est anglais, c'est indiqué anglais, aïe aïe aïe, fichtre. Bon, là tu me fais paniquer Clément, à mort. Donc, alors, où est-ce que je vais... Oh là là, où est-ce que je vais maintenant régler ça? Ah oui, je vois effectivement English. Alors est-ce que je peux modifier et mettre en français, ou est-ce que ça va tout faire sauter? J'espère que... Alors, hop. Donc channel, non, ça ce serait un coup à m'auto-saborder. Bon, effectivement, je te remercie de m'avoir prévenu Clément. Oui, Dante, absolument. Bonsoir. Donc je cocotte, je sais plus qui c'était, mais bonsoir. Et donc c'est bien en français, je confirme. Et donc la vie de famille faisait que soit il y avait des enfants en bas âge à qui il fallait donner le bain, le dîner, et puis qu'il fallait coucher, soit des enfants moins jeunes qui faisaient leurs études
Oui, le réglage en direct est toujours plaisant, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Donc je vais pas y toucher parce que j'ai pas envie de me faire éjecter ou de me retrouver à annuler accidentellement le stream. Donc je touche à rien pour l'instant. On fait comme si. Et donc oui, j'avais vu une streameuse, je crois qu'elle s'appelait, c'est Angle Droit, qui un jour avait un tout nouveau micro et elle savait pas s'en servir, et donc c'était rigolo comme tout parce qu'elle elle demandait à sa communauté des conseils et comment je peux utiliser mon micro, et en mimant forcément, donc c'était drôle comme tout. Et ça me rappelle mon premier stream où j'avais le logiciel qui marchait pas, si vous vous souvenez, qui voulait pas prendre la vidéo. J'ai dû mettre un bon quart d'heure avant de pouvoir démarrer. Donc oui, on est bien d'accord. Les réglages du direct, les aléas du direct, c'est toujours un petit peu périlleux. Et donc oui, pour ceux qui ont des enfants moins jeunes, qui reviennent à la maison le week-end, c'est l'un des derniers moments qu'on peut passer en famille. Donc le dimanche soir, effectivement, moment compliqué. Et donc à ce compte-là, il restait pas beaucoup de jours possibles dans la semaine, en fait. Si on regarde bien, jeudi soir, les soirées estudiantines, vendredi soir, c'est le début du week-end, samedi soir, c'est le week-end, dimanche soir, c'est la vie de famille, donc il reste lundi, mardi, mercredi. Et puis là, j'ai fait Amstramgram, grosso modo, et on est tombé sur lundi. Donc évidemment, si on me dit encore que lundi c'est pas optimal, que c'est super compliqué, je n'aurai que 2 autres options dans la semaine, en espérant que personne ne me dira ah bah non, mardi c'est nul, mercredi c'est pas terrible, parce que là c'est vraiment un coup à pas pouvoir avancer du tout. Alors, ceci étant, comment s'est passée votre semaine à vous? Moi, je vous raconterai la mienne et j'ai des petites choses à vous montrer avant de vous parler théorie et pratique. Bon, je vais vous parler de ma semaine du coup, Donc cette semaine, j'ai continué sur ma lancée ce que vous savez déjà, ce dont je vous ai déjà parlé, à savoir mes outils d'évaluation du mémoire de fin d'études. Et là, donc j'ai eu plusieurs choses, avec des très très hauts, un gros bas, mais qui était surtout une énorme frayeur, et puis un certain nombre de satisfactions. Alors, donc les très hauts, j'ai continué cette semaine à échanger, à rencontrer quelques directeurs généraux d'école ou doyens d'université pour parler de ce que je faisais, leur dire où j'en étais, et tâter un peu le terrain finalement, voir ce qu'ils pouvaient penser de ma démarche, de mes outils, et ça les intéresse. Voilà. Ils ont manifesté un intérêt qui était autrement qu'un intérêt poli, du style « oui, c'est intéressant », ce qui veut dire « c'est nul ». Non, justement pas. Un vrai intérêt, en me posant des questions, qui étaient des questions, de vraies questions, du style « mais ton truc, ton outil, est-ce qu'il fait telle chose, est-ce qu'il peut faire tel machin, et est-ce que c'est compatible avec ceci, et est-ce que c'est compatible avec le RGPD, oui, et j'ai même telle chose de sécurité, ah oui, c'est vachement bien, ça nous intéresse ». Donc j'ai senti qu'il y avait une vraie envie, en fait. Et là où je suis très content, c'est qu'il y a une école, je vais pas dire le nom maintenant parce que j'ai rien signé nulle part, donc j'ai pas envie de crier victoire trop tôt, ni de risquer de les mettre dans l'embarras si finalement ils décident de se rétracter. Donc c'est une école assez prestigieuse, bien classée, qui est prête à participer à plus qu'à la phase de test.
voilà, c'est-à-dire à tester en payant, c'est-à-dire même pas un test gratuit comme d'autres seraient amenés à le faire, mais à passer à une phase de test payante sur un groupe d'étudiants, donc pas sur toute une promo, ce sera pas 1000 étudiants, ce sera peut-être une cinquantaine, mais enfin c'est chouette, voilà, donc c'est très 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 encourageant. Je suis très content de ça. Et donc j'ai eu quelques échanges de cette nature. J'en ai d'autres qui se profilent cette semaine. Donc ça c'est chouette. Et puis, je vous disais également, donc je vous parlais par le passé de mon outil, des différentes versions, et donc là j'en ai une nouvelle. Alors évidemment la question que vous pourriez vous poser de manière tout à fait légitime, c'est mais à quoi ça sert d'accumuler les versions, d'enquiller les versions si aucune n'est commercialisée encore finalement, hein. À quoi ça sert d'avoir de nouvelles versions s'il n'y a pas d'utilisateur? Ouais, ce serait une très très belle question. Et donc je vais vous montrer quelque chose que je ne crois pas vous avoir montré jusqu'à présent pour une raison très simple, c'est que j'ai découvert il y a quelques jours seulement comment ça marchait. Donc je vais partager avec vous. Maintenant, je ne peux pas dire que je suis devenu un pro, hein, mais maintenant il y a des choses que je commence à maîtriser. Donc là, normalement, vous devriez commencer à voir mon écran. Et vous voyez bien mon écran. Donc je vais vous montrer. Ça, c'était ce que vous avez ici. Ce que vous devriez voir ici, oui, voilà. Ce que vous voyez ici, donc, c'est la toute première version de mon outil. Donc la toute première version, donc qui était simple en fait. Donc vous soumettiez ici, après je vais vous montrer en grandeur nature, avec évidemment toujours sur les aléas du direct, le fait que très certainement ça va planter au moment où je serais très fier de vous montrer un truc qui marche bien, sinon ce serait pas drôle. Donc en gros, j'avais un truc simple en 10 étapes. Grosso modo, on appelle par un formulaire qui est ici, je vais vous montrer ça tout de suite, on appelle l'outil d'évaluation. Là, j'ai une clé de vérification qui est testée, c'est-à-dire que si on n'a pas la clé, eh bien le processus s'arrête, puis le texte, c'était un docx, est envoyé à un endroit pour être converti en texte, puis traité dans une base de données, puis évalué, puis converti à nouveau en texte, vérification du texte, renvoi dans la base de données pour nettoyage, et puis ensuite envoi du mail. Et donc ça, c'était la toute première version. Donc je vais vous montrer rapidement ce que ça pouvait donner. Hop. Alors, tac. Donc vous pouvez choisir français ou anglais. Je vais choisir ici un mémoire en particulier. Et vous allez voir. Et hop. Et là, en fait, alors vous allez voir un truc. Normalement, ça devrait marcher. Mais j'aurais presque espéré que ça plante, et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, j'ai soumis, donc vous recevez, vous voyez que la soumission a été reçue, et ici, si vous regardez bien, donc j'ai mon écran, les petits ronds de couleurs qui tournent et qui passent au vert progressivement. Donc là, c'est sur le rond vert, et c'est en train de travailler, de mouliner. Alors normalement, ça devrait marcher. Mais, dans la version que j'avais faite, ça plantait sur le mémoire en question que je viens de soumettre, pour une raison très simple, c'est que mon outil au départ ne permettait... Et voilà, tac, 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 on a fini. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder dans la boîte mail, et là, je reçois à l'instant, par mail, une évaluation, donc qui doit faire à peu près 1000 mots, et puis une note approximative sur 20, un taux de similitude et un indice d'utilisation de l'IA. Bon, ça, vous le saviez déjà. Mais ce que je voulais dire, c'est que cet outil, dans sa toute première version, ne permettait pas de traiter des mémoires de plus de 25 000 mots. Alors celui-ci, il en fait 30 000. Alors je vous dirai dans quelques instants, comment ça se fait que maintenant ça marche, là où il y a encore une semaine, mine de rien, ça marchait pas.
J'avais deux faiblesses. La première faiblesse, c'est que, les mémoires de plus de 25 000 mots passaient pas. Et puis la deuxième faiblesse, si vous avez bien vu sur le formulaire, en fait, ça ne prenait que les docx. Donc que les fichiers Word, donc les PDF, ça passait pas. Les autres formats un peu exotiques, ça ne passait pas non plus. Donc hyper restrictif. Mais je suis très très fier parce que c'était quand même le premier outil que j'ai fait au milieu de l'été, alors que je découvrais en plus les automatisations. Après ça, j'ai eu besoin. Je me suis dit, si je veux pouvoir commercialiser, si je veux pouvoir développer ça pour de vrai, il me faut impérativement avoir un outil avec de la robustesse. Et la robustesse, c'est un outil donc, qui permet de traiter des mémoires de plus de 25 000 mots, et un outil qui me permet aussi, donc je vais reprendre le même, vin bordelais, non je vais prendre un autre, je vais reprendre corporate values, corporate values, et donc un outil qui permet aussi de prendre en charge des fichiers plus gros en fait, donc plus de 25 000 mots, et aussi bien du PDF que du docx. Donc j'ai pas sélectionné, donc là, tac, ce fichier là. Et là, donc on va regarder ici, hop, donc ici, il va recevoir là normalement, alors je comprends pas pourquoi ça oui, donc là c'est bon, là il est en train d'être exécuté, en cours d'exécution, et normalement, ce que je comprends pas, c'est que normalement on voit quand ça passe au vert, à chaque endroit, on voit quand ça mouline, et là je comprends pas pourquoi c'est pas le cas. Ce qui est dommage parce que je trouve que c'est toujours un peu ludique quand on voit comment ça se passe pour de vrai. Et donc là, 36 secondes, 37 secondes. Alors hier, quand je l'ai fait sur un document beaucoup plus gros, et en 36 secondes, l'évaluation était réglée. Là, en fait, c'est qu'il doit être ici. Donc en fait, là, le truc est plus long, plus costaud que ce que je vous ai montré avant, parce que ici, j'avais à régler justement donc la réception, la transformation, la conversion en texte, puis le découpage. Donc tout ça, c'était le découpage en morceaux jusqu'à la détection de la langue qui permettait d'envoyer vers un ou l'autre, donc ici français, là anglais, l'un ou l'autre modèle d'évaluation. Et ensuite, récupération de l'évaluation, de l'évaluation tronquée, puisque c'est envoyé par morceaux, et ensuite réassemblage, codage pour que ça apparaisse proprement, et ensuite expédition du mail. Voilà, donc l'idée c'était ça. Je vais voir où en est l'exécution. Donc l'exécution, vous voyez ici, fini. Donc ça a été fructueux en 49 secondes et 51 dixièmes de seconde. Donc on va voir ici dans la boîte mail. Et dans ma boîte mail, donc vous voyez bien, je reçois à l'instant le mail avec, donc dans la bonne langue, l'évaluation, donc de 1000 à 1500 mots à peu près, la note, score de similarité et index d'utilisation de l'IA. Jusque-là, ça va. Et donc cet outil permettait de régler... Voilà, vous voyez, ici c'est passé. Donc en fait, ça y est, vous voyez ce qui est en vert. Et donc pour des raisons que j'ignore, depuis hier, on ne le voit plus en temps réel quand ça passe au vert de l'un à l'autre. Mais ici, donc on voit bien que tout est vert, donc c'est que tout a marché. Et donc tout l'enjeu ici, sur celui-ci, c'était de précisément pouvoir tronquer un mémoire, enfin découper un mémoire en morceaux cohérents, de sorte qu'il puisse être traité, qu'il puisse être complètement traité malgré la limite de quelques
des quelques mots imposés par l'intelligence artificielle et puis par les serveurs. Donc ça, c'était le point de départ. Donc effectivement, oui, il y a eu du boulot. Hein. Ça, je vous le fais pas dire, Fouad. C'est vrai, il y a eu du boulot. J'ai eu quelques sueurs froides. Et donc, ceci marche très bien. Et en fait, je me suis rendu compte, enfin je savais, mais j'ai eu une sorte d'éclair récemment, c'est que, ça marche très bien, mais pour un mémoire à la fois. Or, les écoles, les universités qui j'espère, souscriront à mon produit, à mon service, m'enverront plusieurs requêtes en même temps. Et j'imagine, ça me paraîtrait très probable, hein, je l'ai vu par le passé, qu'il serait tout à fait plausible que les étudiants soient un certain nombre à soumettre leur mémoire à la dernière minute, à l'échéance, donc le dernier jour juste avant minuit. Et à ce moment-là, il me faut pouvoir recevoir jusqu'à 500 requêtes en même temps. Alors je dis 500, c'est parce que c'est en moyenne le nombre de mémoires que je suis susceptible de voir. Mais je ne vous parle même pas des écoles où vous en avez 3000. Mais au moins 500 à la fois. Et cet outil tel qu'il est conçu ici, maintenant il ne peut pas en traiter 500 à la fois. Il peut en traiter un seul. Et encore, je vous dis, en contournant les problèmes de 25 000 mots par minute. Donc j'ai dû ruser. Enfin, j'ai rusé, je plaisante. Hein. Et c'est là que j'ai eu des satisfactions. Donc j'ai beaucoup avancé. Et donc j'ai fait plusieurs choses cette semaine. J'ai pu traiter et ça je vais pas vous le montrer encore parce qu'il marche pas encore complètement. Il y a des choses, enfin l'essentiel marche et il y a deux choses qui sont encore à régler. Donc l'idée ici c'était de conserver le même principe de traitement pédagogique du mémoire, hein. Donc tout ce que vous voyez, les rectangles bleu, marron, rouge et vert, ça reste inchangé par rapport à la version d'avant, mais ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, ça relève de la gestion des requêtes multiples. Donc le principe reste exactement le même, le mémoire arrive ici, puis il est traité ici, il est balancé dans une base de données, qui est la base de données de l'école. C'est-à-dire que l'école m'envoie une base de données, là, elle est alimentée, c'est-à-dire qu'en gros, ça dit oui, l'étudiant a bien soumis telle date à telle heure. S'il n'y a pas eu de soumission, ou s'il y a une erreur de soumission, un mail est envoyé, et en même temps, donc, le mémoire est traité. Bon, jusque-là, rien à dire. Vous voyez, il y a une nouveauté ici, je vais y revenir après. Mais ça marche tant que je reste dans une limite décente. Et donc la limite décente, j'y viens tout de suite, c'est une sorte de digression mais qui est indispensable je pense, sinon on ne comprend pas ce qui se passe ici. Cette semaine, alors c'est comme du jeu vidéo en fait, j'ai l'impression d'être un gamer avec ça. Chez OpenAI, je suis passé du niveau 1 au niveau 2, non du niveau 2 au niveau... du niveau 1 au niveau 2. C'est-à-dire que vous pouvez, quand vous utilisez de l'intelligence artificielle, débloquer des niveaux. Et donc moi j'étais sur niveau 1 d'utilisation en quantité qui me limitait à 35 000 mots par minute. Et j'ai débloqué le niveau 2 qui débloque 450 000 mots par minute. Ce qui veut dire que je peux traiter jusqu'à 15 mémoires à la fois. Et donc ici, j'ai en fait, mais j'en prends 10 pour avoir de la marge pour d'autres choses. Et donc je peux en traiter aujourd'hui théoriquement 10 à la fois sans problème. Et c'est ce que cette partie en bas doit gérer, à savoir la file d'attente. C'est-à-dire, imaginez, je reçois 500 mémoires, je peux en traiter 10 à la fois, et vous avez vu le temps que ça prend, hein, ça prend moins d'une minute, donc en gros 10 en moins d'une minute, mais en gros tous les autres mémoires, donc imaginez 500 arrivent, les 490 autres sont placés ici en file d'attente et sont ensuite renvoyés au fur et à mesure, donc là toutes les 3 minutes,
pour avoir un petit peu de marge au cas où le serveur serait plus lent, toutes les 3 minutes, un lot de 10 mémoires est envoyé. Donc en gros, en 2h30, 500 mémoires sont évaluées. Et une fois que qu'un mémoire est évalué, l'évaluation finale est renvoyée vers la base de données. Donc l'école, ensuite, donc on a la base de données avec tous les noms d'étudiants, le numéro étudiant, le titre du mémoire, la note, l'évaluation, enfin tout ce que vous avez vu dans le mail que je vous ai mis ici, que je vous ai montré, vous l'avez qui se retrouve dans la base de données, de sorte qu'après l'école puisse en faire ce qu'elle veut. Et après, ça va être l'étape suivante, le fichier, donc la base de données est transformée ou convertie en fichier Excel qui est posté directement sur le serveur de l'école. Donc il y a aucun mail qui circule. Alors là, le mail, c'est le mail envoyé à l'étudiant, mais il n'y a aucun fichier sensible qui circule par mail, aucune information n'est publique, tous les serveurs sont privés, cryptés, etc. Et donc aujourd'hui, j'ai un truc qui cloche, j'ai deux trucs qui clochent, c'est en fait ici sur le lancement des mémoires après la file d'attente, et puis ici sur la compilation des notes dans la base de données. Donc j'ai pas encore fini de le régler, et il faut ensuite que je teste la robustesse de la file d'attente, donc en situation réelle. Ça va être donc un truc que je vais devoir faire cette semaine, j'espère. Et donc voilà, donc je suis très content parce que j'ai pu débloquer un niveau sur OpenAI. Normalement, je pense que cette semaine, je pourrais en débloquer un autre qui devrait presque décupler. Alors, je dis presque, hein, c'est-à-dire qu'il se peut qu'on soit autour de 4 millions de mots par minute. Mais même si j'ai 2 millions de mots par minute, moi je serais content. Hein. Vous voyez, 2 millions de mots par minute, ça me fait pouvoir traiter 50 mémoires à la fois. 50 mémoires à la fois, souvenez-vous, 3 minutes le mémoire. Si j'en ai 500, c'est-à-dire qu'en une demi-heure, j'ai toute une promo qui peut être évaluée. Donc si c'est le cas, moi je serais très 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 content. Voilà, donc ça c'est ce sur quoi j'ai pu avancer cette semaine. Et puis je vous disais, j'ai eu une très très grosse frayeur, énorme, qui est que j'avais là-dessus sur cette branche ici, j'avais un problème de fichiers qui voulait pas se transférer proprement d'un nœud à l'autre. Et il est apparu qu'il fallait que je mette à jour le logiciel pour pouvoir débloquer telle fonctionnalité qui me permettrait de transmettre le fichier proprement d'un nœud à l'autre. Ok, donc je vérifie quand même, donc je fais des sauvegardes de tout, et je vérifie quand même avec ChatGPT et Claude. Donc vous voyez, vous avez ici, j'ai au bas de mon écran, j'ai ChatGPT qui côtoie Claude, qui côtoie Perplexity, qui côtoie Scylla. Donc les quatre principales IA. Bon, vous pourriez me dire, et Mistral AI. Bon, Mistral AI, je suis pas un grand fan. Donc j'ai demandé à mes intelligences artificielles quand même s'il y avait des risques que je perde quoi que ce soit. Ils me disent non, tout va bien se passer, t'inquiète pas, t'as fait des sauvegardes, donc sur des serveurs qui ne communiquent pas les uns avec les autres, donc tout va bien se passer. Ok. Et je lance les manœuvres en ligne de commande. Donc ligne de commande, c'est ça. Hein. C'est en gros en langage, en gros plus ou moins en langage machine. Et puis je me rends compte en lisant les rapports de commande que tiens, il y a des trucs, tel truc est effacé, tel truc est supprimé, tel machin est déplacé de manière permanente. Alors là je commence à m'inquiéter, je me dis oula, fichtre, que se passe-t-il? Et donc une fois que le logiciel a été mis à jour, figurez-vous que tout ce que j'avais a été effacé. Ça c'était samedi matin. Et alors, j'étais vraiment pas content. Hein. J'étais très embêté. Et heureusement, j'avais donc mon serveur fait une sauvegarde
une sauvegarde hebdomadaire sur un autre serveur. Et là, la sauvegarde hebdomadaire datait du jeudi. Et il se trouve que j'ai eu la bonne idée. Le samedi matin, peu avant de faire mes sauvegardes et de chercher à mettre à jour le logiciel, j'ai téléchargé ça en fait. Et parce que je voulais un retour de Claude sur le code. Et donc quand j'ai tout restauré, donc j'ai restauré comme c'était jeudi. Donc j'aurais pu perdre 2 jours de travail, mais heureusement que j'avais fait ce téléchargement samedi matin juste avant, mais pour une toute autre tâche. Sinon là je l'aurais eu vraiment mauvaise. J'aurais pu tout perdre malgré des sauvegardes. Et donc voilà, j'ai eu ces grosses frayeurs. Et ça c'était cette semaine, donc une semaine riche en émotions, voyez-vous. Et donc avant de vous parler théorie et pratique, parce que c'était un petit peu l'objet de ce soir, je voulais aussi vous montrer autre chose sur lequel j'ai travaillé et que j'ai pas encore fini. C'est un chatbot socratique, donc que j'ai commencé à faire. Là, il lui faut du temps pour chauffer. Là, il est froid. En gros, il n'a pas servi pendant un quart d'heure, du coup, le serveur est froid et il faut qu'il se réchauffe. Mais en gros, un chatbot, alors qui peut interagir en français ou en anglais, voilà, vous voyez. Et donc, on va pouvoir échanger avec lui sur la manière dont on peut formuler un sujet de recherche et une question de recherche. Alors pour l'instant, il n'est pas complètement fini. Donc là, je peux échanger avec lui sur à peu près ce que je veux, mais je ne l'ai pas encore cadré. C'est-à-dire que j'ai toute la base qui devra le cadrer et délimiter ce sur quoi il peut s'exprimer et comment il va guider la conversation. Simplement, il faut que je fasse les branchements. Et donc les branchements, ça va prendre du temps. Et je me suis rendu compte, évidemment, quand mon serveur s'est effacé, quand tout a été supprimé, forcément, tous les premiers branchements que j'avais pu faire ont sauté. Heureusement, je l'avais ailleurs. Je l'avais mis sur un autre serveur et j'avais oublié d'ailleurs que je l'avais mis sur cet autre serveur externe. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer où j'en suis pour le moment et donc quels sont les projets à court et moyen terme. Donc je peux vous montrer un dernier truc juste pour le plaisir en un sens. J'ai aussi fait je me suis mis je vais pas dire je me suis mis aux réseaux sociaux parce que j'y étais déjà, notamment actif sur LinkedIn, mais je suis sur Instagram, je suis sur TikTok, j'ai une chaîne YouTube et en fait ça m'a toujours pesé énormément de devoir faire quand j'ai une vidéo de devoir faire à la main tout le descriptif. En gros, faire la description de la vidéo, le titre de la vidéo, la description de la vidéo, enfin extraire les à partir de la vidéo, extraire des sous-titres, à partir des sous-titres, faire la description de la vidéo, optimiser pour chacun des réseaux sociaux en question, puis réassembler les sous-titres avec la vidéo et ensuite poster. Et donc là, ça marche en un seul clic. Alors ça prend pas 1 minute, je peux le faire, mais ça va prendre plutôt 5 bonnes minutes. Donc à la limite, je vais vous montrer. Donc là, ici, j'exécute. Et donc quand j'exécute, vous voyez, c'est juste un clic. Ça va chercher ici. Ça va chercher là, dans ce dossier, ça va chercher ce fichier-là. Ce fichier vidéo qui est donc une vidéo qui fait 48 secondes. Et donc là, vous avez vu le processus. Donc là, c'est ça, c'est le traitement de la vidéo qui va prendre du temps.
et puis après, donc, tout va être traité comme ça. Donc, ce que je vous propose, c'est pendant que ça tourne, je peux commencer à parler de théorie et de pratique. Alors, à moins que je vais juste aller jeter un œil sur le chat pour voir s'il y a eu des remarques. Comme si chacun prend moins d'une minute, ça signifie plus de 1500 tests traités par jour, ce qui représente un volume important. Bah oui, les mémoires traitées sont-ils stockées pour comparaison? Non, justement. Un truc important pour moi, c'est de ne surtout pas stocker. Et c'est aussi en ça que c'est conforme au RGPD. C'est-à-dire que donc le RGPD, donc Règlement général sur la protection des données, est là pour s'assurer que les entreprises commerciales, surtout, ne collectent pas abusivement et sans votre consentement des données personnelles et ne les stockent pas ou ne les réutilisent pas. Et pour ce qui me concerne, le RGPD, c'est une bénédiction parce que moi, je n'ai pas besoin de données. Donc, je ne veux surtout pas stocker quoi que ce soit. En fait, ma problématique n'est pas de stocker, ma problématique, c'est d'avoir de la mémoire vive pour pouvoir traiter en même temps des demandes, des requêtes multiples. Donc, à la limite, mon besoin, ce n'est pas de l'espace de stockage, c'est de la mémoire vive. Donc le mémoire, les seules choses que j'ai besoin de stocker, c'est, on va dire, ce sont mes outils d'évaluation, ce sont les infrastructures quelque part, les infrastructures logicielles qui traitent tout, mais surtout ne font qu'être un lieu de passage. Et je ne veux surtout rien avoir à stocker précisément pour pouvoir avoir de la place pour mes outils. Parce que mine de rien, juste le chatbot socratique, je crois, alors c'est pas énorme dit comme ça, aujourd'hui il doit faire près de 80 mégas, ce qui est pas énorme, mais c'est un début. Donc 80 mégas pour un début, je crois que je dois avoir pour quelques gigas juste sur les différents, non c'est pas celui-ci, c'est ici, donc juste ici. Juste avec tout ça, j'en ai pour quelques gigas. Donc quelque part, comme il y en aura d'autres à l'avenir, je ne veux surtout pas stocker. Alors c'est rare d'avoir quelqu'un qui vous dit qu'il ne veut surtout pas avoir à traiter ou à stocker, collecter de données personnelles. Et pourtant. Voilà. Donc fichtre, on a tout a été traité. Là, non, c'est toujours en cours. Bon, c'est pas grave. Donc, bref, je vais arrêter le partage parce que ce qui était intéressant, c'était de voir quand ça passe d'un nœud à l'autre. Hein. Mais donc, je pense que vous avez compris le principe. Donc, je vais ici passer au mode par défaut et donc théorie et pratique. Alors. Théorie et pratique, ça me paraissait important de l'évoquer à ce moment de l'année parce que beaucoup d'étudiants commencent leur mémoire de fin d'études ou leur thèse et j'entends souvent des étudiants qui me disent « Oui, alors moi je veux rien faire de théorique, je veux faire un truc qui soit pratique. » Et en fait, on se rend compte que quand ils disent qu'ils veulent faire un truc qui ne soit pas théorique, il y a un gros malentendu sur ce qu'est la théorie, ou en tout cas sur ce qu'ils pensent être la théorie. Et là, ils me disent, grosso modo, j'exagère, mais à peine, même pas outrageusement, vous voyez. Donc ils me disent, en gros, la théorie, oui, c'est ce qu'on voit en cours, ce qu'on voit à l'école, et la pratique, c'est ce qu'on voit dans la vraie vie, c'est ce qu'on voit en entreprise, quand on est en stage. Ok. Et du coup, je viens de vous le dire, moi je veux faire un truc qui soit pratique. Et donc, je veux faire un truc qui soit pas théorique. D'accord ? Bon, bref, on finit par tourner en rond. Donc tout ça pour dire quoi ? Pour dire que il y a souvent un très gros malentendu, et ce malentendu, c'est sur ce qu'est la théorie et ce qu'est la pratique. Et donc en fait, le truc
le truc que moi j'explique à mes étudiants, alors ils le comprennent ou pas, hein, ça je peux pas le garantir, c'est que finalement ce que eux appellent la théorie, ce qu'ils voient en cours, mais c'est pas de la théorie. Non, c'en est pas justement. Si seulement c'en était, mais non, c'est pas de la théorie, c'est de la culture générale dans une discipline donnée. Ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, on leur donne quelques éléments qui leur permettent de ne pas avoir l'air trop cons quand ils parlent avec un praticien qui a suivi les mêmes études qu'eux, qui est passé par les mêmes cursus, et en gros, ils ont des références en commun. C'est bête comme tout, mais c'est ça en fait la théorie. Enfin, ce qu'ils voient en cours. Et la théorie, c'est autre chose. La théorie, je vais le faire très simple. La théorie, disait Thomas Kuhn, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Et alors, quand je dis ça aux étudiants, ils ne comprennent pas bien, quoi. Ça les surprend un petit peu. Et pourquoi ? En fait, le truc, c'est que la théorie précède toujours la pratique et n'est jamais déconnectée de la pratique. Alors, en fait, quand je vous dis ça, je n'ai pas défini ce qu'était la théorie, je n'ai pas encore défini ce qu'était la pratique, bien sûr. Mais l'idée, moi, que je donne à mes étudiants, c'est, oui, la théorie précède toujours la pratique. La théorie, c'est en fait à la fois ce qui permet les pratiques, donc aux pratiques de se développer et de se perpétuer, mais c'est aussi ce qui permet d'expliquer, donc de modéliser certaines activités, certaines pratiques, et qui nous permet en fait d'être conscient de tout ça. Alors là, je vous donne des exemples, parce que dit comme ça, c'est un peu abstrait, éventuellement abscon, j'espère que non. Moi, ce que je leur dis, je leur prends toujours deux exemples triviaux, mais à dessein, vraiment. Et donc, les deux exemples triviaux sont le premier. Attendez, mince, c'est dommage, je vais faire autrement. Le premier, c'est quand vous êtes enfant et que vous apprenez à lasser vos chaussures. Quand vous apprenez à lasser vos chaussures, si on vous explique, voilà, tu prends ton lacet, tu prends la petite boucle et la grande boucle, et tu passes la petite dans la grande, et tu serres, etc. Ça, c'est la théorie. C'est l'explication théorique. Ok. On vous dit ça, vous savez pas faire. On vous montre. On vous dit voilà, tu fais comme ci, et tu prends la petite boucle, on vous montre avec l'explication, et là, vous commencez à comprendre. Si on fait que vous montrer sans vous expliquer, vous n'y comprenez rien. Vous dites ok, je vois, mais bon, je comprends pas bien, et au final, vous faites un nœud, peut-être un nœud coulant, je vous le souhaite pas. Dans le meilleur des cas, un nœud d'arrêt ou un nœud en 8, enfin bref, mais vous faites pas un lacet de chaussure. Et en revanche, là où ça marche, alors pas du premier coup, mais là où ça marche, c'est quand on vous explique avec la théorie de comment on lace notre chaussure, c'est lacet de chaussure, pardon, et en même temps, on vous montre comment on fait, donc avec une illustration, donc il y a la théorie, l'illustration, et parce que vous essayez vous-même, en même temps qu'on vous explique et qu'on vous montre, vous finissez par y arriver, jusqu'au jour où vous le faites machinalement sans même y penser. Et la pratique, c'est ça. C'est à partir du moment où vous faites quelque chose machinalement sans y penser, mais que vous avez dû apprendre quand même à un moment donné, auquel vous avez dû vous socialiser. Et donc, on voit bien ici que, oui, la théorie précède la pratique. Et on n'a pas de théorie complètement désincarnée, déconnectée, tout comme on n'a pas de pratique qui soit... qui existe en elle-même et sans théorie sous-jacente. Et donc pour ceux qui ne seraient pas complètement convaincus, je peux prendre un autre exemple. Alors bon, là j'ai des stylos, mais ça va être moins probant, mais c'est pas grave. Pareil, imaginez apprendre à manger avec des baguettes. Quand on vous explique, on vous dit, tiens, moi je vais essayer de vous montrer.
Là, je vais voir si vous voyez. Donc moi, j'ai pris 2 stylos. Mais bon, donc ça va être un peu moins probant, un peu moins pratique, mais on vous explique grosso modo, bah tiens, tu prends la première baguette, tu la mets sur l'annulaire, donc alors, bon, évidemment, vous voyez super bien. Donc tu la mets à la croisée du pouce et de l'index, et puis tu la poses sur l'annulaire, ici. Alors, je ne vous montre pas d'abord, tu la poses sur l'annulaire. Ensuite, la deuxième, tu la poses au-dessus de la première au niveau de l'index et puis tu la mets sur le majeur. Et ensuite, tu pousses. On vous explique ça. Je pense que vous n'avez rien compris, vous ne savez pas comment on fait. Maintenant, je refais pareil. Donc, tu prends la première baguette, tu la mets à l'intersection du pouce et de l'index. Ensuite, tu poses l'autre bout au niveau de l'annulaire. La deuxième baguette, tu la poses juste au-dessus, à l'extrémité de celle qui est au-dessus de l'index, et tu mets le majeur entre les 2 baguettes. Et pour saisir, eh bien, avec l'index, tu pousses la baguette du dessus. Tac. Et donc, c'est ce qui fait la pince. Et donc, quand on vous explique simplement, sans vous montrer, vous n'y comprenez rien. Quand on vous montre, ça a l'air facile, et vous essayez de reproduire, et à ce moment-là, tout le monde rigole autour de vous, forcément. Si on vous explique et qu'on vous montre, à ce moment-là, vous vous dites « Ah ouais, c'est faisable ». Et à ce moment-là, vous essayez, avec plus ou moins de succès, plus ou moins de talent, on est d'accord. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que, donc là de manière très triviale bien sûr, la théorie précède toujours la pratique. C'est super important. Et ça marche partout. Donc là je vous ai donné des exemples un peu triviaux, on est bien d'accord, mais ça marche partout. C'est-à-dire que la théorie, vous la trouvez aussi, imaginons simplement, moi j'ai un exemple que j'avais pris hier, que j'aime bien, c'est aussi en art plastique. En art plastique, donc je dirais, il n'y a a priori rien de plus pratique que l'art plastique. Ouais, mais aussi rien de plus théorique que les arts plastiques. Alors dit comme ça peut paraître un petit peu surprenant. Donc la pratique ne serait-elle finalement que la mise en pratique ? Alors Clément, là tu nous fais ce que Diderot rejette, c'est-à-dire expliquer un terme par lui-même. Donc est-ce que la pratique finalement c'est pas la pratique ? C'est ça que tu es en train de me dire ? Ben ouais. Et est-ce que la théorie c'est pas de la théorie finalement ? Donc en fait, la pratique, je plaisante, je te charrie gentiment, mais en gros, la pratique ne serait finalement que la mise en application, que la mise en œuvre. Bah oui, mais pas que. Et je vais revenir un petit peu plus tard, mais la pratique, c'est la mise en œuvre de la théorie, l'application de la théorie, jusqu'au moment où on ne se pose même plus la question, jusqu'au moment où ça devient presque machinal, jusqu'au moment où on le fait, oui, on sait le faire et on ne se pose plus la question. Le seul moment où on est obligé de repasser par la case théorie, c'est lorsqu'on a à l'expliquer soi-même. Donc en gros, quand on est parent et qu'on a des enfants auxquels il faut expliquer comment nouer ses lacets de chaussures, à ce moment-là, on repasse par la case théorie. Et on redéveloppe une pratique avec les enfants et leurs propres chaussures. La théorie est juste une conséquence de l'anticipation. Alors je ne comprends pas la question. Est-ce que la théorie est une conséquence de l'anticipation ? Alors je comprends les mots, je les comprends séparément, je les comprends mis ensemble, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire, Clément. Donc je te laisse taper si tu veux bien, et puis je continue sur les arts plastiques rapidement. Donc sur les arts plastiques, moi, une chose qui me fascine quelque part, c'est que on est dans une pratique véritablement qui est très théorique. Et très théorique en ceci que finalement
quand on fait des arts plastiques, on s'intéresse beaucoup à une première chose qui s'appelle l'esthétique. Donc l'esthétique, je dirais, c'est la science du beau qu'on trouve, qui est une branche de la philosophie. Donc on se rend compte que quand on parle d'art plastique, c'est de la philosophie. Ah, mais comment se fait-il? Par quel prodige? Bien par le prodige que c'est quelque part la philosophie qui nous indique des critères de jugement, des critères d'appréciation, mais aussi d'agencement de différentes formes et qui nous permet de leur donner du sens, une signification. Donc tu dis on anticipe, on rationalise et on forme une théorie. Oui, ça c'est éventuellement après, et j'allais y venir. Ça j'y viendrai dans pas très longtemps, une fois que j'en aurai fini avec les arts plastiques et l'esthétique. Et donc je disais, donc il y a cette question de l'esthétique, et puis quand on commence à mettre de la couleur, il y a quoi? Il y a un truc qui s'appelle la théorie des couleurs, qui nous percute de plein fouet. Et là, je vous ramène à vos cours d'art plastique lorsque vous étiez au collège ou au lycée, pour toi Clément par exemple, puisque tu as fait art plastique option lourde jusque très tard. Et donc la théorie des couleurs, en fait, elle nous dit grosso modo comment fonctionne la palette de couleurs. Et grosso modo, donc on a 3 couleurs primaires, le jaune, le rouge, le bleu. On a les couleurs secondaires. Quand on mélange du rouge et du bleu, on va vers le violet. Quand on mélange du rouge et du jaune, on va vers l'orange. Quand on mélange du bleu et du jaune, on va vers le vert. Et puis ensuite, si on ajoute un petit peu de blanc, on va vers des teintes plus claires. Si on ajoute un petit peu de noir, on va vers des teintes plus foncées. Si on mélange tout ensemble, on va vers du blanc. Et je vais pas vous le faire tout dans le détail, mais grosso modo avec ça, on sait comment gérer sa palette de couleurs. Excusez-moi, je bois un coup. Placement de produit, l'anthésite comme la dernière fois, mais avec un petit peu de lait de soja. Donc on a besoin de comprendre comment ça marche, comment ça marche, pour pouvoir ensuite le mettre en œuvre soi-même. Je ne vais pas dire le pratiquer. Et là, Clément, je reviens sur une chose que tu disais, et je pense que certains de mes étudiants à qui j'ai dit ça, ça devrait les faire sourire. Donc tu dis, on met en pratique. Donc tu as raison. Mais moi, ce que je dis à mes étudiants, c'est oublier le terme pratique quand on veut dire mettre en application, parler de libellule. Et donc en gros, il y a la pratique au sens que je vais évoquer un petit peu plus tard, et puis les pratiques, ce qu'on appelle les petites pratiques, les libellules. Et en fait, là, ce que tu me dis, Clément, c'est finalement, la pratique, c'est la mise d'une théorie en libellule. Et en gros, oui, c'est ça. Et alors, je dis comme ça, je suis d'accord, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est à dessein que je dis ça, parce qu'on ne sait toujours pas ce que c'est qu'une pratique, en fait. Et d'où la nécessité d'en passer par les types de mémoire, les types de recherche qui existent, et le rôle et la place occupée par la théorie, histoire qu'on puisse bien voir finalement où se place, le cas échéant, la pratique, puisque l'enjeu, c'est finalement d'identifier ce fossé et de combler ce fossé entre théorie et pratique. Alors, on a principalement 3 types de recherche. Je dis principalement parce que vous pourrez toujours en trouver un ou deux un peu exotiques, baroques, qui viendraient se surajouter à ce que je dis et qui pourraient éventuellement infirmer une partie de ce que je vous raconte. Mais ce qui est communément observé, ce sont 3 types de recherche. Le premier, le plus connu, c'est la recherche dite théorique. C'est une recherche qui a pour objectif de formuler une théorie. Et c'est-à-dire que la finalité de cette recherche, la direction qu'elle suit et la fin à laquelle elle doit aboutir, c'est un modèle théorique qui permettra en gros d'expliquer le fonctionnement du monde.
et qui permettra de, comme tu disais Clément, d'anticiper ce qui va se produire en libellule. Et là, grosso modo, ces modèles théoriques, c'est... alors, on a les modèles... les modèles financiers sont des modèles théoriques. La théorie des couleurs, c'était une théorie à laquelle on est arrivé avant ensuite de pouvoir la déployer. Donc, alors, j'ai un certain nombre d'exemples en tête, mais qui ne seront pas forcément les plus parlants pour tout le monde. Donc, je vais essayer d'éviter de m'égarer dans des choses un petit peu complexes. Complexes dans le sens pas forcément audible pour tout le monde. Donc, je vais éviter le jargon. Et en fait, si on prend, c'est ça qui est très intéressant, je trouve, si on prend la recherche scientifique au sens sciences de laboratoire, quelque chose qu'on constate, c'est que les prix Nobel de physique, de chimie, de médecine sont des prix Nobel qui viennent récompenser, et même l'équivalent du prix Nobel pour l'économie, viennent récompenser des recherches théoriques, c'est-à-dire des recherches qui ont réussi à construire des modèles théoriques expliquant le fonctionnement du monde, ou permettant d'anticiper le fonctionnement du monde. Ça, donc c'est le premier type de recherche. Et grosso modo, quand on fait un doctorat, c'est ça qu'on espère faire, c'est à ça qu'on espère aboutir. Si on pouvait révolutionner la science, si on pouvait redécouvrir une théorie, découvrir la nouvelle théorie de la gravité, la nouvelle théorie générale de la relativité, mais on serait les rois du pétrole, on serait les rois du monde. Donc très souvent, l'étudiant qui veut commencer un doctorat s'imagine arriver à la théorie du siècle. Et là, dans ces recherches, grosso modo, l'empirie, donc je ne vais pas dire la pratique, à dessein, l'empirie, les observations de terrain, que les étudiants ont tendance à appeler la pratique, à tort. Donc l'empirie vient vérifier la théorie. C'est-à-dire qu'on vient éprouver la théorie avec finalement l'observation des faits de terrain. Et donc ça, c'est la première recherche. Le deuxième type de recherche, c'est une recherche qui se veut une recherche empirique. Alors la recherche empirique, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la recherche empirique, elle part d'une théorie. Elle ne vise pas à élaborer une théorie. Elle vise à éprouver une théorie déjà existante. Et donc, c'est la recherche empirique dit, voilà, moi j'ai des éléments de terrain, j'ai de la donnée empirique, et je vais aller vérifier, je vais aller tester telle théorie, je vais voir si telle théorie s'applique, si elle s'applique avec les données dont je dispose. Donc je vais chercher à prouver, à confirmer, à réfuter, éventuellement identifier les conditions d'application ou les modalités d'application de la théorie en question, mais la théorie pour moi est un point de départ, c'est pas une arrivée. À la différence de la recherche théorique, dont le point d'arrivée, c'est le modèle théorique. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et enfin, le troisième type de recherche, c'est une recherche appliquée. Alors la recherche appliquée, là, très souvent, donc il y a de gros malentendus. Et ces malentendus, on les trouve surtout au début chez les étudiants de master quand ils veulent commencer leur mémoire. On peut le trouver chez certains doctorants. Alors, excuse-moi, études de cas ou monographie donc je ne sais pas sur quoi portait la question exactement, Clément, à quel moment tu l'as posée, mais en fait,
étude de cas ou monographie, c'est pas ça, l'opposition n'est pas là en fait. C'est-à-dire que en recherche, la monographie, alors justement, oui, alors pour le second type de recherche, à savoir la recherche empirique, en fait, l'enjeu, c'est pas tellement étude de cas ou monographie. Je comprends ce que tu veux dire, mais quand tu opposes la monographie à quelque chose, en fait, tu l'opposes à une thèse par article. C'est-à-dire que la monographie, c'est un ensemble, c'est un corpus assez costaud qui a sa cohérence d'ensemble. Et tu as des thèses par article, donc 3 articles qui sont censés avoir des choses en commun, mais qui ensuite sont agrégés et forment la thèse. Et c'est à ça qu'on oppose la monographie. Mais je comprends ce que tu veux dire. En gros, étude de cas ou monographie, en gros, ce que tu appelles monographie, je crois, c'est, on va dire, le type de recherche communément rencontré en sciences humaines. Et quelque part, le type de recherche, là je dis pas sciences sociales, sciences humaines, donc c'est plutôt l'histoire, moins la géographie, la philosophie, les lettres. Donc là, ce que tu sembles, je pense, appeler monographie, c'est en gros l'essai, quelque part. Oui, c'est ça, le genre d'ouvrage historique, oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc c'est ça, c'est en fait l'équivalent d'un essai de bout en bout sur un thème, un sujet donné en l'occurrence, et qui peut être aussi bien un essai d'ordre philosophique, strictement abstrait quelque part. Et là, moi, les premiers qui me viennent à l'esprit, ce seraient les travaux d'Emmanuel Lévinas. L'être et l'infini, pas l'être et l'infini, le zéro et l'infini, l'être et l'infini, le zéro et l'infini, c'était Kessler, autant pour moi. Donc Lévinas, là on est sur une réflexion qui est purement abstraite, sans aucun exemple, sans aucun cas d'étude. Donc là on est sur ce que tu sembles appeler une monographie. Mais tu as aussi des monographies qui sont des études de cas. Et comme tu dis, le genre d'ouvrage historique sur l'histoire d'un village. Eh ben oui, mais c'est exactement ça. Et en gros, on va dire, les associations patrimoniales qu'on trouve un peu partout en France, dans à peu près toutes les communes, et qui ont des publications annuelles, publient des ouvrages qui sont des monographies, c'est-à-dire un ouvrage cohérent d'un seul tenant, mais qui raconte l'histoire singulière du lieu-dit, l'histoire singulière du monument aux morts. Alors je dis ça à dessein. Donc quand j'étais président de l'association des Amis du Blanc et de sa région, il y avait eu une publication sur les monuments aux morts du canton, de l'arrondissement, excusez-moi. Donc tout ça pour dire que mon histoire de monument aux morts, c'est pas tout à fait une genre au blanc. Eh oui, exactement. Et donc c'est pas une vue de l'esprit. Donc la monographie, c'est un texte d'un seul tenant qui traite d'une seule chose. Et ça peut être aussi bien une étude de cas qu'un texte strictement philosophique ou théorique, en fait. Donc je reviens sur le troisième type de recherche, la recherche appliquée, où là, donc je disais tout à l'heure, les étudiants qui veulent faire une recherche appliquée, souvent ce sont des étudiants qui commencent leur master, certains doctorants, mais c'est plus rare, qui en fait veulent résoudre des problèmes qui n'existent pas. Je m'explique. Souvent, ils font un stage quelque part et ils se disent « Ah, mais dans l'entreprise où je fais mon stage, ils ne devraient pas faire comme ils font, il faudrait qu'ils fassent comme ci, il faudrait qu'ils fassent comme ça. » Et ce que je trouve très rigolo, c'est que quand les étudiants ont cette posture scolastique, pour ne pas dire dogmatique, eh bien, que nous disent-ils ? Ils nous disent « Eh bien, j'ai appris à l'école, dans la théorie selon eux, que telle entreprise devrait faire telle chose. Et moi, je constate dans la vraie vie qu'ils ne le font pas. Et ils ont tort. Il faudrait que les faits se conforment à la théorie. »
En gros, comme disait Lénine, les faits sont têtus. Et donc là, moi, ce que je leur dis, c'est sur la recherche appliquée, c'est non, il ne s'agit pas de chercher à résoudre des problèmes qui n'existent pas. En l'occurrence, il s'agit plutôt de comprendre comment ça se fait que ça marche. En théorie, ça ne devrait pas marcher, mais ça marche. Par quel prodige ? Et si vous arrivez à m'expliquer comment il se fait que ce truc marche alors que tout nous indique que ça devrait pas fonctionner, eh bien à ce moment-là, vous aurez une belle contribution qui ne sera pas forcément une contribution théorique, qui pourrait être une contribution pratique, nous disant, bah tiens, un truc peut marcher à telle condition, ou dans telle circonstance. Et ce faisant, moi j'ai vu des étudiants, alors là, ouvrez grand vos oreilles, parce que ça vaut quand même, je trouve, le détour. Une fois, une année, c'était en 2009, donc il y a 16 ans, à cette période de l'année, un étudiant qui faisait un mémoire sur une entreprise qui avait quelques difficultés et il voulait résoudre les difficultés de l'entreprise. Le sauveur, Zorro. Il me dit, voilà, ma contribution, c'est un mémoire appliqué, et donc ma contribution c'est la suivante. Cette entreprise, écoutez bien, hein, cette entreprise, pour surmonter ses difficultés, devrait augmenter son chiffre d'affaires. Ah ouais. Et comment ? C'est ma question, hein, c'est d'accord, mais comment est-ce qu'elle peut faire ? Ah mais ça j'en sais rien, c'est pas mon affaire. Ah bon ? Mais c'est pourtant ça qui est important. Si tu veux résoudre des problèmes, si tu estimes que cette entreprise devrait augmenter son chiffre d'affaires, bah donne-lui les clés pour l'augmenter. Bah, il faut qu'elle augmente les ventes. Oui, d'accord, mais là on est sur de l'incantation et de manière appliquée, ça se traduit comment ? Ah mais j'en sais rien. Bon, en termes de travail appliqué, on peut toujours aller se coucher, quoi. On peut se lever de bonne heure. Hein. Donc, grosso modo, la recherche appliquée, c'est quoi ? C'est une recherche qui essaye d'apporter des solutions à un problème posé, mais un vrai problème, et un problème vraiment posé par les personnes de terrain. Vous avez dit, j'ai pas encore parlé de pratique, j'ai pas encore parlé de praticiens, mais par les gens de terrain qui me disent, moi, il y a tel truc que je n'arrive pas à faire, ou quand je fais telle chose, il se produit tel autre machin, j'aimerais comprendre pourquoi, ou j'aimerais comprendre comment je peux faire pour que telle action produise tel effet. Qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Qu'est-ce qui fait que quand j'appuie sur un interrupteur, la lumière s'allume dans la pièce d'à côté et pas dans celle où je suis. Moi, ce que je veux, c'est quand j'appuie sur un interrupteur que ça s'allume chez moi et pas chez le voisin. Et donc c'est ça mon problème. Aide-moi. Et donc le mémoire essaiera de comprendre comment il se fait, comment il se fait que l'installation électrique fasse que la lumière s'allume chez le voisin et pas chez moi. Enfin, pas chez moi. Et ensuite propose une solution pour résoudre ce problème. Autrement que de dire, ah oui, il faut régler le problème. Voilà. Sinon, on va pas bien loin. Pardon. Donc, là où je voulais en venir, c'est sur le fait que, ici, dans une recherche de type appliqué, la théorie joue un rôle important, mais pas le même que dans les deux autres types de recherche. C'est-à-dire qu'ici, la théorie, en fait, joue un rôle instrumental, et elle joue un rôle instrumental d'une part, et d'autre part, elle est quelque part un argument d'autorité. C'est-à-dire que on va dire, tiens, telle solution, je vais vous proposer une solution, et cette solution, elle s'appuie quand même sur des travaux de recherche, ça a été validé par d'autres, ou un tel a écrit que, alors quand on dit un tel a dit que, pour peu que ce soit un grand nom, amen, en fait, et on s'y plie, on se dit ah oui, d'accord. Et ça, vous le voyez souvent, sans peut-être même vous en rendre compte. Vous voyez souvent, alors c'est un peu moins vrai maintenant, mais il y a encore pas très longtemps, on voyait beaucoup dans la presse, tiens, selon une étude machin, il se passe ceci, il se passe cela, et ça vient finalement justifier le propos d'un politique ou le propos d'une personnalité publique.
Vous voyez aussi, alors ça je parle surtout à ceux qui sont confrontés au conseil, type Fouad Peters, si vous êtes toujours là, vous qui avez été consultant, je pense que ça devrait vous parler. Le consultant, lui, qu'est-ce qu'il vend? Il vend un concept, il vend une théorie de quelque chose qu'ensuite il applique. Et si je vous remontre ce que je vous ai montré tout à l'heure avec mes outils en fait d'évaluation du mémoire, bon, c'est pas seulement la solution que je développe, c'est le concept. Et le concept, vous avez vu, c'est tout le cheminement de la soumission jusqu'à la fin et par où ça passe. Et à telle enseigne que dans le conseil, ce genre d'outils que je vous ai montré, eh bien, avant d'être mis en production, c'est-à-dire avant d'être déployé, eh bien, on appelle ça a proof of concept, une preuve de concept, une preuve de concept qui marche. Donc ça veut quand même bien dire quelque part que lorsqu'on prétend ou lorsqu'on prétend à une recherche appliquée, eh bien, on cherche en fait à proposer un concept qui marche, un concept qui puisse s'appliquer. Et à ce moment-là, la théorie est un outil qui permet de justifier la véracité de ce qu'on propose et l'efficacité de ce qu'on propose, la légitimité de ce qu'on propose. Donc tout ça, ça ne nous amène pas encore aux pratiques, mais j'y arrive. Donc les pratiques. Alors, c'est probablement l'un des trucs les plus difficiles à cerner en recherche, et puis je dirais même à conceptualiser. Donc accrochez-vous un petit peu. Comme dirait l'autre, tenez-vous bien, tenez-vous mieux. Donc, dans la pratique, je dirais, plusieurs personnes ont travaillé sur les pratiques, évidemment, ont cherché à les conceptualiser, à comprendre ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est quand on parle de pratique? Donc tout le monde est dit en pratique et machin, et toi-même Clément, tu l'as évoqué, hein, la pratique c'est mettre en pratique. Et donc, alors Fouad, vous vous rendez compte que les consultants sont bien plus théoriciens que praticiens? Bah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur votre thèse, pour que vos recommandations, vos implications pratiques, managériales prennent de la hauteur, justement, pour qu'elles puissent prendre toute leur ampleur et déployer ensuite toute leur puissance. C'était ça l'idée, c'était de dire, il ne s'agit pas de dire tiens il faut faire ci, il faut faire ça, et puis on va mettre les boulons de telle manière. Non, c'était plutôt de construire un modèle qui ensuite devient la marque de fabrique de comment on peut faire à la Fouad. En fait, c'est ça l'idée. Donc effectivement, le consultant, c'est un théoricien avant d'être un praticien. Et il est praticien de fait. Mais oui. Et donc les pratiques. Alors donc la pratique, ce qui est intéressant, c'est que c'est une branche importante de la philosophie. Donc encore une fois, donc là vous voyez c'est rigolo, on en revient à Thomas Kuhn quelque part. Il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Donc théoriser les pratiques. Là il y a donc plein de gens qui ont travaillé dessus. Moi je vais vous parler de 3 personnes, mais 2 surtout. Donc les 3 personnes en question sont Pierre Bourdieu, Michel de Certeau et Théodore Chatsky. Alors il y en a d'autres, mais pour moi les 3 principaux sont ceux-là. Pierre Bourdieu, je vais passer très vite. Pierre Bourdieu, quand on en parle, on retient de lui trop souvent l'approche déterministe de la sociologie, mais vue comme la sociologie de la domination, avec la domination masculine, les héritiers, les règles de l'art, avec la domination de la critique par le champ artistique, sur la critique par le public, etc., etc. Et donc on retient ça, et avec finalement l'idée que on est déterminé à être comme ci ou comme ça. C'est l'habitus
finalement, et un certain nombre de choses qui font qu'on est enfermé dans des pratiques sociales qui font qu'on est dominé, dominant, etc. Bon. On a réduit Bourdieu à ça. Et en un quart d'heure, je vais pas vous refaire la sociologie de Bourdieu dès le début. C'est pour ça que je vais passer rapidement sur Certeau et Chatsky. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour Bourdieu, ce qui est très intéressant, c'est que avant d'être ce déterministe social qu'on connaît, eh bien, il a fait sa thèse de doctorat sur les pratiques. Et donc, il a essayé de conceptualiser les pratiques. Donc, lui, il faisait une thèse, il était agrégé de philosophie, et il faisait une thèse qui était en sociologie, mais à l'époque où la sociologie et la philosophie étaient pas tout à fait sœurs jumelles, mais enfin pas loin, quoi. Se ressemblaient énormément, étaient peut-être même siamoises. Et donc, Pierre Bourdieu a travaillé sur l'observation au quotidien d'une famille de paysans du Béarn et d'une famille paysanne kabyle, pour essayer de comprendre finalement, dans le fonctionnement de ces deux types de familles paysannes traditionnelles, il pouvait y avoir de communs et qui permettaient de caractériser une pratique. Je vais m'arrêter là sur Bourdieu, mais c'est très intéressant de voir qu'il est parti de là. Et c'est en partant de là qu'ensuite il a déroulé sa sociologie déterministe. Michel de Certeau, alors moi j'aime beaucoup Michel de Certeau, vraiment. Il a, donc c'était, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un bénédictin, un moine bénédictin, qui était anthropologue et philosophe, qui était directeur de recherche au CNRS et qui avait travaillé sur les pratiques. Il a fait une super étude que moi j'ai adorée, en 2 volumes, qui en français s'appelle « L'invention du quotidien », mais en anglais s'appelle « The Practice of Everyday Life », la pratique du quotidien. Et il cherchait à comprendre finalement ce qui fait 3 pratiques, celle de partager le pain, de rompre le pain ensemble, servir le vin à table et prendre le tram. Et donc tout ça dans une famille lyonnaise. Et en fait, il constate que rompre le pain, ça se fait pas n'importe comment. Il y a une sorte de cérémonial. Servir le vin, là ça va être le plus simple à expliquer, ça se fait pas n'importe comment non plus. Il y a aussi tout un cérémonial et qui est connu dans tous les foyers et qui est exercé, oui, je dis même pas pratiqué, qui est exercé de la même manière partout. Et même quand on sort du foyer. Et pareil quand il s'agit de prendre le tram. Quand on prend le tram, on laisse descendre les gens, on monte ensuite, on valide son ticket, on se met plutôt vers le fond, vers les portes, etc. Et sans qu'il y ait de règles rigides qui nous disent, avec des haut-parleurs, laisser descendre les gens, monter ensuite, etc. Non, c'est une sorte d'automatisme. Et donc, je reviens sur le vin, parce que je trouve que ça, c'est très intéressant. Sur le vin, la manière dont on sert le vin, en gros, c'est à peu près toujours la même. C'est une observation qu'il a faite. C'était de dire, on ouvre la bouteille, sans faire de bruit, attention, parce qu'il n'y a rien de plus vulgaire finalement que d'entendre un pétard lorsqu'on ouvre une bouteille, que ce soit une bouteille de vin ou une bouteille de mousseux. Donc tout ça en silence, dans un silence religieux, un silence de cathédrale. Ensuite, toujours dans le même silence religieux, le maître de maison ou le sommelier passe derrière le maître de table verse quelques gouttes dans le verre qui ensuite est soulevé d'une certaine manière, avec un certain geste. Vous observez la robe d'une certaine manière, vous faites tourner pour faire remonter les arômes d'une certaine manière, vous le passez sous votre nez, vous le humez quelques secondes d'une certaine manière. Celui qui paye pour le vin, c'est pas faux. C'est pas faux. Et ensuite, vous le
vous le goûtez, vous en humectez les lèvres et juste le palais d'une certaine manière, et puis quand on est sur une dégustation, on recrache. Sinon, eh bien, vous reposez le verre et à partir de là, vous dites oui ou non, si le vin est bon. Eh bien, la première femme à votre droite est servie normalement, et ensuite tous les convives et vous en dernier. Donc c'est toujours comme ça que ça se passe. Et donc ça, Certeau nous dit, mais c'est une pratique du quotidien, c'est une pratique de la vie quotidienne, comment on sert le vin. Et après avoir humé, on en discute, on en parle, exactement. Ça, c'est bon. Je vous raconterai peut-être la blague après, parce que c'est une blague de Talleyrand. Donc ça fait un peu private joke dit comme ça, mais vous allez voir dans pas très longtemps. Donc je disais, lui il s'intéressait donc à ça finalement. Qu'est-ce qui fait que ce truc du quotidien qui est presque insignifiant, qu'est-ce qui fait que ça peut être, que c'est une pratique, et qu'est-ce qui fait que c'est communément admis, communément exercé partout, sans que les gens se concertent entre eux, sans qu'il y ait de répétition. Eh bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle une pratique, en fait. Voilà. Et on a quelqu'un d'autre qui s'appelle Théodore Chatzky, qui lui a cherché à vraiment théoriser les pratiques. Et là, je vais y venir dans un instant, mais avant, il faut que je raconte la blague, parce que sinon je pense que vous allez soit vous impatienter, soit plus comprendre. Donc la blague en question était la suivante. Talleyrand, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, était réputé pour avoir une très belle cave. Et Jefferson, président des États-Unis, le savait. Et après l'indépendance, finalement, est allé rendre visite à son ami français, espérant pouvoir profiter d'une, voire plusieurs bonnes bouteilles de la cave de Talleyrand. Et donc Talleyrand l'invite à sa table, en effet, et là, donc le vin est servi, selon le rituel que nous connaissons. Et peut-on lier l'exemple du service du vin à la notion de rituel en ethnographie ? Tu vas voir Clément, on n'en est pas loin, c'est le coup d'après, si tu veux bien me laisser finir l'histoire de Talleyrand et de Jefferson. Donc le vin est servi, et puis Jefferson dit, bon, et on le boit. Et Talleyrand fait, non. On prend le verre, bon, je vais le faire avec mon lait de soja à l'anthésite, on prend le verre, on le lève, et puis après on boit. Non. On observe la robe, et après on boit. Après, on le passe sous son nez, on hume les arômes. Donc moi, ça sent l'eucalyptus et l'anis. Et puis après, on boit. Non. Après, on pose le verre et on en parle. Donc ça, c'était l'histoire du vin de Talleyrand avec Jefferson. Et ça me rappelle une autre histoire à propos de vin. Là, j'avais un prof de lettres qui me disait qu'une fois, il avait participé à une dégustation de vin chez un viticulteur. Et puis, il me disait voilà, il fallait quand même qu'on n'ait pas l'air trop ridicule. Donc, on se faisait tous un petit peu mousser vis-à-vis du viticulteur qui était aussi sommelier. Et donc, on lui dit, ah oui, il a un arôme de ceci, un arôme de bois, puis un arôme de framboise, un arôme de banane et machin. Puis le viticulteur lui fait, mais vous croyez pas qu'il a un arôme de raisin ? Et là, on se trouve tout con. Je ferme cette parenthèse. Donc, c'est la différence. Alors, peut-on lier l'exemple du service du vin à la notion de rituel en ethnographie ? En fait, c'est la différence de point de vue entre théorie et pratique, celui qui veut boire et celui qui veut en parler. Non, parce que... Non, ce sont deux pratiques différentes. Je dis ça sérieusement. C'est-à-dire que la pratique en France, c'est pas de se bourrer la gueule, alors, même si ça évolue, c'est d'en parler. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as goûté, voir que tu as un petit peu frimé, et ben tu causes du vin. Tout comme lorsque tu es à table et qu'un plat est servi, tu vas parler de recettes, et peut-être même de recettes d'autres choses. Là où un Jefferson a une vision beaucoup plus instrumentale
du vin, eh ben, le vin, c'est pour se satisfaire et le palais et le gosier. C'est-à-dire, en gros, j'ai soif et puis j'ai envie d'un truc qui a bon goût. Alors que pour un Tocqueville, le vin, c'est un outil social, un outil de diplomatie. Ça ne veut pas dire qu'il sert à boire, non. Il sert à parler. Donc c'est pas une différence entre théorie et pratique, c'est une différence entre deux formes de pratique du vin. Et là, j'arrive à Chatsky, qui devrait tout décanter. Enfin, j'espère. Au sens propre comme au sens figuré, bien sûr. Donc, Chatsky nous dit une pratique, pour bien comprendre ce que c'est, en fait, il faut bien avoir à l'esprit 4 éléments, surtout. Le premier, et là, ça peut paraître un petit peu pompeux dit comme ça, mais c'est quand même important. Il dit, le premier élément, ce sont ce qu'on appelle des structures téléo-affectives. Donc une pratique, c'est constitué, et je vais développer les 4 aspects. Il dit, c'est constitué de structures téléo-affectives, de routines, de règles et de compréhension commune, de compréhension partagée. On dit comme ça paraît un peu abscon. On dit, ouais, et alors ? Et vous auriez raison si je m'arrêtais là. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Donc en fait, les structures téléo-affectives, c'est quoi ? C'est, nous dit Chatsky, c'est finalement le but qu'on recherche, ce vers quoi on veut tendre, ce à quoi on veut aboutir en faisant telle chose. Et donc, en gros, quand je mélange 2 couleurs, c'est parce que je veux arriver à tel résultat. Si je mélange du rouge et du bleu, c'est parce que je veux arriver à une certaine teinte de violet. Et si j'ajoute un petit peu de blanc, c'est que je veux tendre plutôt vers le mauve. Donc, vers quoi on veut aller ? Et quelle est, quelque part, la motivation pour ça ? Quelle est la récompense, quelque part, à la fin ? La récompense, c'est ce à quoi on aboutit pour de vrai. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Ensuite, il y a des règles, alors des règles qui sont des règles plus ou moins implicites, des règles de fonctionnement, des règles plus ou moins intangibles qui veulent que que quand on fait telle chose, il se passe telle chose. Donc quelque part, on assimile aussi ces règles. Quand on produit tel effet, telle cause produit tel effet. Donc c'est une sorte de règle, de loi presque physique en fait, qu'on s'approprie. Et si vous vous souvenez, quand je vous parlais de nouer les lacets de chaussures, ça revient à ça en fait. C'est-à-dire que la petite boucle, la grande boucle, etc., c'est une sorte de règle. Finalement, quand on tire, il se passe tel machin. Si je tire pas, si je pousse, il se passe telle autre chose. Et le troisième élément sont des routines. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de rituel quelque part, ou des choses qu'on fait de manière quasi habituelle et répétitive. Et donc, quand on parlait du vin, il y a tout ce qu'on s'est dit, qui en fait partie. Mais aussi, quand on parle des baguettes, le fait de pousser avec l'index, de relever l'index pour desserrer, etc., c'est une sorte de routine finalement. Et à un moment donné, les routines, on n'y pense même plus. Et c'est ça qui fait une routine, c'est qu'on fait quelque chose de manière machinale. Mais si on s'arrête là, finalement, on n'a pas une pratique. Parce qu'une pratique, c'est quoi ? C'est un truc qui est partagé avec d'autres. On peut parler de pratique quand on est au moins 2 à comprendre la même chose. C'est-à-dire que nouer les lacets de chaussures, c'est vraiment une pratique, nous dit Chatsky. Alors, il ne parle pas des lacets de chaussures, ça c'est moi qui adapte, qui met en pratique, justement, qui met en libellule. Donc Chatsky nous dirait, grosso modo, nouer la théorie des lacets de chaussures, ça devient une pratique à partir du moment où je la partage avec quelqu'un d'autre, à partir du moment où j'ai en commun avec quelqu'un d'autre la compréhension de comment ça marche. C'est-à-dire que on m'a transmis comment ça marchait, je me le suis approprié, et maintenant je le transmets à quelqu'un d'autre, et c'est au moment où je le transmets à quelqu'un d'autre, ou bien au moment où j'en blague avec quelqu'un d'autre, type le vin, Clément, eh bien c'est à ce moment-là qu'on peut parler de pratique. Il y a pratique parce que on a
on a une direction vers laquelle on tend, quelque chose vers quoi on veut, à quoi on veut accéder, vers quoi on veut aboutir, pour lequel on suit certaines règles de fonctionnement qui sont immuables, qui nous précèdent, qui nous succéderont, qui nous survivront. On s'inscrit dans une sorte de rituel qui devient une routine pour nous, c'est-à-dire qu'on finit par le faire sans même y penser. On l'a complètement intériorisé, mais on parle vraiment de pratique à partir du moment où on est capable d'en parler avec un autre et où on sait de quoi on parle, on entend les mêmes choses. Et donc, là où je voulais en venir, c'est sur le fait que finalement, le fossé théorie-pratique que beaucoup d'étudiants pensent vouloir... je ne vais pas dire contourner, parce que non, justement, ils pensent vouloir l'aggraver ou l'amplifier, en fait. Ce fossé théorie-pratique, pour moi, il n'existe pas à proprement parler, puisque les deux vont forcément ensemble. En revanche, empirie, donc les observations de ce qui se passe dans la vraie vie sur le terrain et ce que vous apprenez dans un manuel de cours, alors là je suis d'accord avec vous, ça n'a strictement rien à voir. D'un côté on est sur la culture générale et de l'autre on est sur la vraie vie quotidienne, donc souvent plus triviale, mais pour les étudiants souvent plus intéressante et plus passionnante. Voici moi ce que je souhaitais pouvoir évoquer en parlant du fossé entre théorie et pratique, que très souvent les étudiants veulent évacuer finalement en disant je veux pas faire de théorie parce que la théorie ça sert à rien grosso modo, moi ce que je veux faire c'est de la pratique. Et en fait ce dont on se rend compte c'est que il y a mal donne, il y a gros malentendu à la fois sur ce qu'est la théorie, à la fois sur ce qu'est la pratique. Donc comme je disais tout à l'heure, je bouclerai là-dessus finalement, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Une théorie précède toujours la pratique et finalement la pratique c'est quelque chose qui a besoin d'être théorisé pour être compris comme une pratique par au moins 2 personnes. Donc quand on dit moi je veux m'intéresser aux pratiques, à ce qui se passe en pratique, en fait je veux m'intéresser à ce qui se passe en libellule. J'insiste sur ce terme-là, c'est libellule ou papillon, mais j'utilise souvent libellule plutôt parce que si vous dites je veux voir ce qui se passe en libellule, à ce moment-là on dit ah bah oui mais en fait c'est pas la pratique avec un grand P tel qu'on l'a conceptualisé, c'est je veux voir ce qui se passe finalement dans le quotidien plus ou moins trivial des gens, c'est-à-dire dans leurs activités quotidiennes, leurs routines, enfin leurs tâches, voilà, dans les tâches qu'ils remplissent de manière quotidienne. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il s'agisse d'une pratique à proprement parler. Et donc, effectivement, pour en revenir sur le vin, Clément, oui, tu as deux visions du vin, 2 pratiques du vin, celui qui veut le boire, celui qui veut en parler. Et là, ça m'amène justement à autre chose sur le vin. 2 autres pratiques, précisément, du vin en Australie et en France. En France, en Europe de manière plus générale, quand on achète du vin, très souvent, on achète pour le mettre en cave, le garder un certain nombre d'années et puis le sortir au moment opportun. Ça peut être une grande occasion, ça peut être quand il est suffisamment mûr, c'est pas le problème. En Australie, le vin, on l'achète pour le boire immédiatement. On l'achète pas pour le mettre en cave. Et alors moi, au début, quand les premières fois où j'étais en Australie, ou les premiers mois en fait, je comprenais pas trop. Je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc, mais quel plouc. Enfin voilà, je me dis mais quel plouc. Franchement, oui, et pourquoi pas du coca avec le vin. Et en fait, on m'a dit non mais ici, le climat ne s'y prête pas. Il me dit ici, le climat ne se prête pas au fait de conserver le vin. Et je m'en suis rendu compte un jour où j'avais acheté une bouteille de Chianti à prix d'or, entre parenthèses,
en France, en Italie, ça vaut rien. Là-bas, ça m'avait coûté, je sais plus, je crois quelque chose comme 30 $ la bouteille. Donc c'est comme si j'avais payé 25 € une bouteille de Chianti qui en France doit en coûter 4 ou 5 à tout casser. Et donc on avait ouvert une bouteille, on était 3, puis on avait pris un verre chacun le soir. On laisse la bouteille, c'était du rouge, Chianti rouge, donc on laisse la bouteille dehors, et puis le lendemain soir, je vais pour en servir un verre, et que se passe-t-il? Eh bien le vin a tourné. Et c'est là qu'ils m'ont dit, t'as compris pourquoi on boit immédiatement le vin, pourquoi on ne le laisse pas décanter, pourquoi on ne le met pas en cave? Le climat s'y prête pas. On a un climat chaud et humide, vous avez un climat continental et tempéré. Donc avec un climat chaud et humide, c'est pas possible. Donc notre consommation de vin, notre pratique du vin n'est pas la même qu'en Europe. On aimerait pouvoir faire comme vous, mais on ne peut pas. Donc on fait différemment. Et même la production de vin, la manière dont on conçoit la production de vin est différente, puisqu'on sait qu'on ne peut pas le conserver. Donc on fait du vin qui sera forcément du vin de table, on ne peut pas se permettre de faire de grands vins. Et ça m'a éclairé sur plein de choses, vous voyez, sur cette question des pratiques. Et j'en reviens encore à Michel de Certeau. On est sur des contextes culturels, géographiques différents, mais on a toujours cette question de la pratique qui est vers quoi on veut tendre. On veut se faire plaisir avec le vin. Et qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que le vin, il faut le boire tant qu'il est bon. Donc en fait, il faut tirer le vin tant qu'il est bon. Et là, c'est exactement ça. Il faut non seulement le tirer, mais il faut le boire. Tandis que chez nous, on prend le temps d'en parler, et puis on le boit éventuellement plus tard. Voici ce que je voulais pouvoir partager avec vous, et tout en partageant, pour commencer, comme je l'ai fait tout à l'heure, l'état d'avancement de mes outils et de mon odyssée dans l'intelligence artificielle, sachant donc qu'il y aura, il devrait, j'espère, y avoir d'autres étapes et d'autres, pas forcément des rebondissements, mais j'espère des évolutions qui feront qu'à un moment je serai fier de vous dire, tiens, soit j'ai signé mon premier contrat, ou bien mon outil a été racheté par un tel. Voilà, qui sait. Voici. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses que tout ça peut susciter de votre côté, soit sur les pratiques, soit sur la théorie, soit sur le vin, ou sur toute autre chose, ou sur le lait de soja et l'anthésite, qui sait? J'ai pas de réaction, donc j'imagine que vous devez fatiguer. Donc lien entre théorie qui se forme dans un cadre pédagogique, entre théorie qui se forme dans un cadre pédagogique et quoi? Alors, je ne sais pas si tu es en train de taper Clément ou pas. Parce que là, j'ai l'impression qu'il me manque la fin de l'histoire, en fait. La théorie se formule quand on doit la transmettre. Pouvez-vous donner un autre exemple en sociologie sur la différence entre théorie et pratique? Alors, donc il y avait... en fait, c'est pas... Non, justement... Tu me fais que me citer. C'est pas exactement ça que j'ai dit, Clément, mais ok, admettons. Alors, Fouad, donc un autre exemple en sociologie sur la différence entre théorie et pratique. Donc sur la différence. Ce qu'il faut quand même bien garder à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les deux. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que alors j'essaie de reprendre en sociologie. J'essaie de réfléchir pour trouver autre chose, mais je vais prendre un autre exemple qui ne sera pas de la sociologie, si vous voulez bien. Si on prend la finance de marché, alors ça n'a rien à voir avec la sociologie, mais si on prend la finance de marché, la finance tout court, tous les modèles financiers qui sont
utilisés aujourd'hui par les analystes, par les évaluateurs, par les banques d'affaires, sont, donc à commencer par le MEDAF. Alors désolé pour ceux qui ne sont pas financiers, je vous parle hébreu, mais bon, c'est comme ça. Le fait est que donc, ces modèles financiers, le MEDAF, Black & Scholes, Merton, etc., eh bien, ce sont des outils employés aujourd'hui, mais qui sont avant tout des modèles théoriques. Le MEDAF, c'était un modèle mathématique. Donc Henri Markowitz a obtenu le prix Nobel d'économie et avait été pressenti pour la médaille Fields à un moment pour sa thèse, qui au passage avait été rejetée aussi bien par les facultés d'économie que par les facultés de mathématiques, chacune estimant que c'était l'autre discipline et pas la leur. Et c'est un modèle théorique avant tout, et qui est utilisé par tous les praticiens de la finance. Donc le modèle a été construit avant qu'on puisse vraiment évaluer les actifs financiers. Donc la question se posait de savoir mais que vaut une action, comment est-ce qu'on évalue une action, etc. Et là, Markowitz nous dit ah bah tiens, il y a ceci, il y a cela, il y a tel modèle mathématique qui permet ceci, qui permet cela. Donc ce que je dirais, c'est que Fouad, la théorie, c'est un modèle. C'est un modèle qui permet d'expliquer, donc Clément disait d'anticiper, on peut dire ça comme ça, mais qui permet d'expliquer le fonctionnement de l'objet qu'on observe, qui permet d'expliquer le fonctionnement du monde, le cours des choses, et qui ensuite appelle à être éprouvé avec la réalité du terrain, la réalité de la vraie vie en fait. Et c'est lorsque un modèle théorique est confronté au terrain qu'il peut devenir une pratique en fait. C'est-à-dire qu'il peut être validé comme oui, expliquant quelque chose qui est une pratique, et cette pratique devient une pratique à partir du moment où, comme tu disais très bien Clément, à partir du moment où on me l'a enseigné et où je peux l'enseigner à mon tour. Et parce qu'on me l'a enseigné, j'ai appris les règles, etc. Et parce que je les enseigne, je reconnais les avoir intériorisées et j'arrive maintenant à les extérioriser à nouveau. Et ce faisant, on passe à la pratique parce qu'on est plusieurs, donc au moins deux, à partager la même compréhension de ce qui va se passer si on fait telle ou telle chose, c'est-à-dire de ce que va générer la théorie dans la vraie vie. Donc, il n'y a justement pas de fossé à proprement parler entre théorie et pratique. Les deux sont intrinsèquement liés, c'est forcément complémentaire. Et là, j'avais une figure que je ne peux pas vous montrer, mais je la montrerai un autre jour, sur la dualité supposée du monde entre théorie et pratique, et où finalement on voit que les deux sont complètement enchâssés, et simplement se croisent à des endroits différents, et l'une prend tantôt le pas ou l'ascendant sur l'autre, mais au final, on a toujours les deux ensemble. Et donc ici, du style des modèles de prévision météorologique qui ne sont pas vraiment adaptés au dérèglement climatique actuel. Exactement. Bon, bah super si vous comprenez mieux, Fouad. C'est parfait. Mais donc oui, c'est exactement ça, hein, Viviane, si je ne me trompe pas. Donc oui, les modèles de prévision météorologique sont des modèles qui sont adaptés au monde qu'on connaissait avant le déploiement massif des énergies fossiles, avant la déforestation, avant plein de choses, oui, le dérèglement climatique, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces modèles météorologiques ne permettent plus de bien comprendre, de bien expliquer les phénomènes météorologiques, de les anticiper, de les prévenir. Et donc ça veut dire aussi que au quotidien, les activités quotidiennes ne peuvent même pas véritablement s'adapter dans la mesure où elles n'ont pas de boussole. Et la théorie, quelque part, c'est cette boussole, où ça donne une boussole et qu'on n'a plus véritablement aujourd'hui. Et donc on cherche
des modèles, on cherche à élaborer des théories qui permettront de redonner une boussole pour accompagner les comportements et reconstituer des pratiques finalement qui en sont, c'est-à-dire où on comprend ce qu'on fait et on comprend tous les mêmes choses. Là, je crois qu'on est un peu tous paumés aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous souhaitez qu'on aborde pour ce soir, sachant que alors, on peut toujours en garder pour la semaine prochaine, hein. Moi, ça me va parfaitement de continuer la semaine prochaine là-dessus ou sur un prolongement. Je vous dirai de toute manière, je vous renverrai un message et je vous dirai sur quoi ça portera. Évidemment, si vous avez des intuitions, des envies particulières, dites-le moi. N'hésitez surtout pas à faire passer le mot autour de vous si vous avez des connaissances, des amis, des étudiants qui sont susceptibles d'être concernés par le mémoire de fin d'études ou par la thèse. J'ai pas envie de dire intéressés parce qu'ils ne savent pas a priori si ça va les intéresser ou non, mais qui sont susceptibles d'être concernés parce que plus on est de fous, plus on rigole aux blagues de Clément. Et les miennes aussi, j'espère. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne semaine, et puis merci encore de votre fidélité. Merci d'être venu après ce changement de créneau qui maintenant, j'espère, fonctionnera mieux. À très 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 bientôt. Ciao ciao les amis.